Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une soirée spéciale de C'est dans l'air consacrée à la Chine. À l'heure où le pays tente de contenir un virus qui a déjà fait près de 1900 morts et contaminé 72 000 personnes à l'intérieur de ses frontières, nous avons voulu nous arrêter sur cette superpuissance qui ambitionne de détrôner l'Amérique d'ici 30 ans. Nouvelle route de la soie, innovation technologique, stratégie militaire et diplomatique. Méthodiquement, Pékin tisse sa toile et tente de redéfinir les règles. Mais ce scénario est-il déjà écrit? Quelle est la méthode de la Chine pour étendre son influence économique? Chine, OPA sur le monde, c'est maintenant. Et on se retrouve juste après, en direct, avec vos questions et nos invités pour continuer à parler de la Chine et du coronavirus qui bouscule les ambitions de Pékin. Pékin, 1er octobre 2019. Le plus grand défilé militaire de toute l'histoire de la Chine. Une démonstration de force et une chorégraphie millimétrée dans la plus pure tradition soviétique. Le régime communiste fête ses 70 ans. La Chine est plus puissante et plus prospère que jamais. On vit un moment mémorable. J'en suis sûr, notre pays va devenir de plus en plus fort. On sera le premier pays du monde. La première puissance mondiale. En route pour la première place mondiale, c'est le plan de Xi Jinping. Son objectif, détrôner l'Amérique en 2049. Aujourd'hui, une Chine socialiste se tient debout et fière à l'est du monde. Et rien ne pourra ébranler les fondations de notre grande nation. Aucune force ne pourra arrêter le peuple chinois et la nation chinoise dans sa marche en avant. Ce scénario est-il déjà écrit? C'est l'histoire d'une ascension qui a surpris le monde entier. Partout sur la planète, Pékin étend sa toile. Dans les pas de la Chine, l'Éthiopie peut un jour se ranger parmi les pays riches et prospères. Nous aidons le Sri Lanka à se développer. C'est bien parce qu'on est comme une famille. Méthodiquement, ils vont voir les uns et les autres. Voilà ce qu'on voudrait faire avec vous. Vous voulez pas? Tant pis. Mais on reviendra. L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée? Quelque part, on nous enlève une partie de notre territoire. Moi, je suis l'élu. Il fallait que quelqu'un le fasse, donc j'attaque la Chine. Qu'on est face à un régime qui ne comprend que le rapport de force. Je crois que nous sommes aussi dans une compétition pour notre modèle de société. C'est une société avec d'autres codes, d'autres valeurs. Notre objectif quotidien, c'est de gagner minimum 30 points par jour. Je n'ai plus besoin de badge, ni de reconnaissance faciale. Je n'ai qu'à passer ma main et c'est très pratique. Nous avons rencontré les acteurs de ce grand bouleversement à venir. Pourquoi vous diabolisez toujours le Parti communiste chinois? Ils nous observent attentivement. Ils sont aussi intelligents que nous et ils travaillent plus que nous. Si c'est la Chine qui prend la place, c'est les valeurs chinoises qui vont définir la technologie du XXIe siècle. Ça veut dire pas celle de démocratie, c'est ça que vous laissez entendre? C'est la crainte. C'est une cité peu connue, en plein centre de la Chine. Et c'est la plus grande ville au monde. Bienvenue à Chongqing. Symbole du développement fulgurant du pays, elle compte 35 millions d'habitants. Et autant de vies ultra connectées.
800 millions d'internautes dans tout le pays, presque autant d'utilisateurs de smartphones. Bienvenue dans une société où la technologie s'invite dans les moindres aspects du quotidien. Dans la poche de Kiao Kiao, 29 ans, l'application WeChat a remplacé son portefeuille et sa carte bancaire. Sur WeChat, il y a une rubrique transport en commun avec un code barre. Et ça scanne automatiquement en fonction du transport qu'on prend. Pour régler ses achats, payer ses factures, louer une voiture ou réserver un voyage, en Chine, 2 applications suffisent à tout faire. WeChat de l'entreprise Tencent, mais aussi Alipay, une filiale d'Alibaba. Sous la houlette bienveillante de ces 2 géants du numérique made in China, un monde où tout devient plus facile. Là, j'ai scanné un code barre et j'ai réussi à emprunter un chargeur de portable. Quand j'aurai fini de l'utiliser, il me suffira de le remettre à sa place et l'argent me sera prélevé sur mon compte automatiquement. Pour s'assurer que chacun respecte ses règles de bonne conduite, ces applications distribuent aussi les bons et les mauvais points aux consommateurs chinois. Si ta note dépasse 600 ou 700 points, tu n'as plus besoin de payer de caution. Bien notée par son application, Xiao Xiao est considérée comme une consommatrice modèle. Ta note augmente aussi quand tu fais beaucoup d'achats avec l'application. Et surtout si tu leur transmets beaucoup de tes informations personnelles. Plus tu télécharges de justificatifs, plus l'application te fait confiance. C'est pour ça que j'ai une bonne note. Aucun pays au monde n'a connu une accélération aussi fulgurante. En 40 ans, 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Ce chiffre illustre à lui seul l'incroyable métamorphose de la Chine. En 2007, la Chine n'avait pas de ligne à grande vitesse, de train à grande vitesse. Aujourd'hui, il y a plus de lignes de train à grande vitesse dans la Chine que dans le monde entier. Donc on voit que la dernière décade a été celle d'une accélération encore plus forte. C'est cette classe moyenne-là qui s'est construite à partir des années Deng Xiaoping et jusqu'à aujourd'hui, et qui ne cesse de croître. Et le problème, c'est que cette croissance-là, est-ce qu'elle peut trouver ses limites ou pas ? Et ça, c'est le vrai sujet économique majeur des Chinois. Jusqu'où la croissance ? Alors, il faut produire encore et encore. À Yiwu, près de Shanghai, se trouve le plus grand supermarché du monde. Plus de 100 000 boutiques. Malgré une croissance chinoise qui ralentit, ici, l'activité ne s'arrête jamais, même le dimanche. 1、2、3， 狭路相逢勇者胜，百飞的明天会更好，加油，加油，加油！ Je me suis inspiré d'un personnage dans une série télévisée qui disait toujours « Soyons les plus forts, soyons les vainqueurs ». Si on ne fait pas ce rituel, on se sent un peu seul, alors ça permet de se motiver. Et ça nous rappelle que rien ne peut nous empêcher d'avancer. Monsieur Zhu dirige une entreprise qui vend principalement sur Internet des petits gadgets, des articles en tout genre sur la plateforme Alibaba. Le géant chinois aussi 150 millions d'acheteurs en ligne. C'est une nouvelle commande ? Non, ça n'est pas encore une commande. C'est un client qui négocie une remise. Ok, laisse-moi voir. Il achète 245 articles et il veut une remise. La réactivité et une main-d'œuvre toujours disponible, 2 atouts au service d'une concurrence redoutable qui a permis au Chinois Alibaba de surpasser l'américain Amazon. Les Chinois aiment avoir des réponses immédiates à leurs questions. Il est important pour nous de pouvoir leur répondre le plus vite possible. Ce que faisait Amazon avant qu'ils arrêtent de travailler en Chine, c'est qu'ils donnaient un maximum de détails dans la description du produit, mais ils n'avaient personne pour discuter avec le client. Alors que nous, de 7h à 1h du matin, nous avons toujours quelqu'un en ligne pour leur répondre. L'empire de Jeff Bezos a définitivement renoncé à la Chine en avril 2019. Et l'entrepôt de Monsieur Zhu fonctionne 24 heures sur 24. Ça, c'est un éventail avec un dessin traditionnel chinois dessus. Très joli, regardez. C'est le genre de produit qu'on vend.
Ces éventails traditionnels, il les vendait sur les marchés il y a 4 ans à peine. Aujourd'hui, la cadence de sa petite entreprise a atteint des niveaux industriels. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, ça va. T'as fait combien de colis aujourd'hui? Autour de 300. On fait jusqu'à 6000 colis par jour sur une journée calme. 6000 par jour, ça fait 180 000 par mois. Donc dans l'année, on en expédie facilement 2 millions. Et c'est comme ça que Monsieur Zhu est devenu millionnaire. La Chine est le pays qui en compte le plus au monde. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des jeunes talents dont les parents ou les grands-parents ont connu la famine. Donc la problématique de leurs parents, de leurs grands-parents, c'était la survie. Et ils ont faim. Ils ont faim. Ils vont pas compter leurs heures parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent et mettre à l'abri toute leur famille. Ils ont réussi ce qu'on pensait l'impensable, c'est-à-dire le fait d'avoir des champions qui sont capables de concurrencer Amazon, Google, Apple, et puis de représenter, là encore, une alternative à un modèle occidental. Tout d'un coup, évidemment, la chanson n'est plus la même quand ces gens faibles deviennent des concurrents extrêmement importants, que non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. Cette accélération de la Chine que personne n'avait vu venir a pourtant longtemps été encouragée, notamment par les États-Unis. À la fin des années 90, l'administration Clinton fait un pari lourd de conséquences, tenter de faire évoluer la Chine en lui ouvrant les portes de l'Organisation mondiale du commerce. Si nous laissons entrer la Chine à l'OMC, ils auront tout intérêt à travailler et à coopérer avec les autres. Ils entrent dans le club, mais ils paieront leurs cotisations. Oui, à ce moment-là, beaucoup de diplomates, de stratèges se sont dit que, tôt ou tard, la Chine, en s'ouvrant au monde, finirait par s'ouvrir aux idées du reste du monde, et donc à la démocratie occidentale. Mais 20 ans plus tard, un homme a décidé de dire stop. Quelqu'un a dit « c'est la guerre commerciale de Trump ». Ce n'est pas la mienne. C'est une guerre commerciale qui aurait dû être menée depuis longtemps déjà par beaucoup d'autres présidents. Moi, je suis l'élu. Il fallait que quelqu'un le fasse, donc j'attaque la Chine. Je les attaque sur le commerce, et vous savez quoi? On est en train de gagner. Il a mis en place toute une série de pressions qui finalement marchent assez bien. C'est-à-dire qu'on est face à un régime qui ne comprend que le rapport de force. Trump établit un rapport de force. Si la Chine et les États-Unis travaillent ensemble, ils en bénéficieront tous les deux. Mais s'ils se battent, ils vont tous les deux souffrir. Taxe contre taxe, acier chinois contre soja américain. Les deux géants se rendent coup pour coup. Trump accuse la Chine de ne pas jouer la réciprocité avec les entreprises américaines, de leur voler leur part de marché, leurs secrets industriels. Selon lui, le pays qui empêche l'Amérique de retrouver sa grandeur, c'est la Chine. Ses prédécesseurs pensaient qu'on pouvait continuer à garder une forme d'équilibre géopolitique avec la Chine, tout en préservant le dialogue, le commerce, les échanges. Donald Trump pense que ça n'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire confiance dans une Chine communiste qui est une forme de rouleau compresseur qui se déroule vers le reste du monde, et il pense qu'il faut la stopper. Car en Chine, pour réussir dans les affaires, il y a une étape incontournable, le Parti communiste. Aujourd'hui, M. Zhu est d'ailleurs convoqué pour assister à une réunion avec ses salariés. Au siège local du parti, le message est clair. Ici, comme tous les 15 jours, la séance commence par un petit rappel des valeurs essentielles. Vous savez, la France prétend être un pays démocratique. Comme les autres pays occidentaux, ils critiquent notre régime. Ils trouvent notre système mauvais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le système chinois a beaucoup d'avantages. Notre système nous permet de réaliser de grands objectifs. Une sorte de coaching d'entreprise animé par le chef du comité local, un certain Monsieur Mao. Assis à sa gauche, Monsieur Zhu écoute religieusement.
Lui-même est devenu membre du parti il y a quelques années. Dans sa propagande, le parti cherche à mettre en avant une nouvelle figure héroïque, celle du start-upper. C'est le parti qui organise des formations gratuites pour les nouveaux entrepreneurs comme moi. Ils font aussi venir des professionnels de chez Alibaba pour nous donner des cours. Ils nous donnent des subventions pour trouver des locaux et nous donner même des ordinateurs équipés d'Internet. Ne leur parle pas des subventions pour les loyers, c'est pas bien. Vaut mieux que tu leur racontes juste combien d'argent tu avais en arrivant et combien tu gagnes maintenant. Ne mets pas trop l'accent sur les subventions, ok, parce qu'ils risquent de mal l'interpréter. La Chine communiste de Xi Jinping utilise, si on maniait le paradoxe, elle utilise le capitalisme comme le communisme. En réalité, pour toujours la même finalité, c'est-à-dire la puissance de la Chine. Maintenir à tout prix le système communiste aux commandes, c'est l'objectif numéro 1 de Xi Jinping. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, Xi Jinping n'a cessé de renforcer son emprise, jusqu'à faire voter en mars 2018 la fin de la limitation des mandats présidentiels. En théorie, il peut diriger la Chine jusqu'à la fin de ses jours. L'une des priorités de Xi Jinping quand il arrive au pouvoir, c'est l'idéologie, c'est la bataille culturelle. Lui pense que les Occidentaux essayent d'imposer les valeurs universelles aux autres pays. Et en fait, il y a vraiment cette idée que l'Union soviétique, elle a été vaincue, non pas par les canons, elle n'a pas été vaincue par la force militaire, mais l'Union soviétique, elle a été vaincue par les idées. Et pour s'assurer que sa pensée entre bien dans toutes les têtes, Xi Jinping utilise la technologie. Avec cette application baptisée l'application Xi Jinping. Notre objectif quotidien, c'est de gagner minimum 30 points par jour. Ces points, on les gagne par exemple en lisant un article. Là, on peut gagner 1 point. Tous les jours, les 90 millions de membres du Parti communiste ont l'obligation d'apprendre la pensée de leurs dirigeants. Et pour le vérifier, l'application évalue et note ses utilisateurs, une sorte de quiz où l'on peut gagner des points. Les points qu'on gagne nous donnent des avantages. Par exemple, ça nous permet d'acheter des cadeaux. Ça permet de stimuler l'enthousiasme des utilisateurs. On peut aussi convertir ces points en crédit Internet pour nos téléphones. Mais cette application permet aussi au régime de savoir tout ce qui se passe dans le smartphone de M. Mao. Une ONG allemande a récemment découvert la présence d'un mouchard niché dans l'application Xi Jinping. Grâce à ce mouchard, le parti peut avoir accès aux autres applications fréquemment ouvertes par M. Mao, y compris des applications censées être censurées comme Facebook ou WhatsApp. Le parti peut aussi espionner toutes ses conversations privées. Si on est membre du Parti communiste et qu'on est mal noté parce que, par exemple, on a une pratique religieuse ou ce genre de choses, où on ne lit pas assez les œuvres du président Xi Jinping, où on manque d'enthousiasme quand on les lit, eh bien, il y a tout ce système, par exemple, d'arrestation qui peut durer pendant des mois, si ce n'est plus, où les gens sont hors de tout système légal et donc, voilà, peuvent disparaître, réapparaître s'ils cèdent. Et tout ceci est fondé également sur la surveillance politique. Les Américains ont-ils provoqué cette expansion sans limite? Nous avons rencontré l'un de ceux que Donald Trump accuse d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Anthony Blinken a été au plus près du pouvoir aux États-Unis ces 20 dernières années, d'abord sous Bill Clinton, puis numéro 2 de la diplomatie américaine sous Barack Obama. Bonjour Anthony Blinken. Bonjour. Est-ce que pendant des années, l'administration américaine, l'administration Obama n'a pas sous-estimé la Chine? Est-ce que vous n'avez pas raté au fond l'accélération de la Chine? Ce n'est pas une question de sous-estimer, c'était surtout une question de quoi faire, de que faire.
Et on voyait très bien la montée en puissance de la Chine. Et on savait qu'il y aurait un moment où cette manque de réciprocité dans les relations qui s'est accentuée pendant les 5-10 dernières années allait nous mener à un moment d'accrochage. Mais vous savez, il y avait un consensus à Washington pendant 20-25 ans que l'ouverture de la Chine au niveau économique allait mener systématiquement à une ouverture politique. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Vous aviez parié collectivement sur une ouverture de la Chine qui ne s'est pas produite et qui ne se produira pas, c'est ce que vous pensez aujourd'hui? Alors là, c'est la grande question. Vous savez, quand Henry Kissinger a fait l'ouverture avec Nixon de la Chine, il a eu de longues conversations avec les leaders chinois, dont Deng Xiaoping et d'autres. Et à un moment, Kissinger a posé la question à Deng Xiaoping, « Que pensez-vous de la Révolution française ?» Et Deng lui a répondu, « Trop tôt pour le savoir. » Alors, dans l'histoire très longue de la Chine, on ne sait pas. Est-ce que c'est un moment qui ne continuera pas? Est-ce que cette ouverture politique aura quand même lieu? Pour l'instant, c'est vrai, le pari qu'on a fait n'est pas pour l'instant gagnant. Alors pourquoi est-ce qu'avec Donald Trump, on a semblé découvrir, au fond, le déficit commercial colossal des États-Unis vis-à-vis de la Chine? On a l'impression que c'est devenu un problème avec Donald Trump. Ça l'était déjà avant? C'était déjà un problème dans le sens où ce déficit existait, mais pour Trump, c'est la seule mesure de relations entre États. C'est pour lui, c'est tout ce qui compte. Mais le déficit commercial n'est pas le vrai problème. C'est quoi le vrai problème? Alors le vrai problème, c'est beaucoup plus structurel. Le vrai problème, c'est sur la propriété intellectuelle, c'est sur les nécessités de donner nos idées technologiques aux Chinois. C'est le fait que nos sociétés en Chine ne sont pas traitées comme les sociétés chinoises en France ou aux États-Unis. L'absence de réciprocité, c'est toujours ça le problème. Henry Kissinger dit sans détour que ces tensions entre la Chine et les États-Unis peuvent virer à la guerre tout court. Ça peut déraper? Ça peut déraper et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Parce que je reviens à une chose, les Chinois doivent décider comment ils vont gérer leur propre montée en puissance. Et s'ils en font trop, ils risquent justement de créer une confrontation. Ça voudrait dire quoi, s'ils en font trop? S'ils vont trop vite? S'ils ont des velléités expansionnistes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois commercial, technologique et militaire. Depuis 75 ans, les États-Unis ont joué le rôle de leader dans le monde pour la création de normes, d'institutions, règles du jeu. Nous sommes en retrait. Il y a une abdication de responsabilité américaine. Sans nous, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, la Chine, soit c'est personne et c'est la loi de la jungle. Si c'est la Chine qui prend la place et c'est la Chine qui décide de la règle du jeu, des normes, c'est les valeurs chinoises qui vont définir la technologie du XXIe siècle. Ça veut dire pas celle d'une démocratie, c'est ça que vous laissez entendre? C'est la crainte. Derrière cette bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas une question plus profonde, une question presque existentielle, celle pour les États-Unis de plus être la première puissance mondiale? Oui, tout à fait. Vous voyez, ce qui se passe, c'est un peu hallucinant. Dans les sondages, maintenant, l'image du leadership américain est en dessous de l'image du leadership de la Chine, pour la première fois. Si nous ne retrouvons pas cette place, différente du passé, mais si nous ne retrouvons pas justement cette place d'être dans un rôle de leadership pour définir la communauté internationale, les institutions, les normes, les règles, ça sera à la chinoise. Un monde à la chinoise qui peu à peu se dessine, grâce à un plan planétaire, le projet du siècle, selon Xi Jinping, les nouvelles routes de la soie. À l'avenir radieux des nouvelles routes de la soie, je porte un toast au développement de tous les pays. À votre santé. Plus de 1000 milliards de dollars d'investissement, sans équivalent dans l'histoire. Officiellement appelée Initiative Ceinture et Route, la ceinture, c'est un réseau tentaculaire de lignes ferroviaires, de routes, de pipelines qui relie l'Empire du Milieu à l'Europe. La route, c'est un ensemble de liaisons maritimes qui connectent la Chine aux principaux ports de la planète. Une myriade d'investissements chinois dans près de 70 pays où vivent 4,5 milliards d'habitants, la moitié de la population mondiale connectée d'une manière ou d'une autre à la Chine. L'idée de la Chine est d'abord de créer des structures, des routes, c'est-à-dire des canaux pour remonter ce dont l'empire du milieu du monde a besoin. Ce sont des artères qui remontent la richesse, remontent la matière première vers la Chine.
La route de la soie, c'est d'abord cette idée-là. C'est pas pour faire en sorte que le monde entier devienne communiste. Mais c'est juste pour faire en sorte que la puissance de la nation chinoise puisse être reconnue de tous et que le monde entier ne puisse plus se passer de la Chine. Et dans la corne de l'Afrique, un pays a particulièrement lié son destin à celui de Pékin. C'est l'Éthiopie. À Addis Abeba, la capitale, la présence de la Chine est de plus en plus visible. Le pays accueille à bras ouverts des centaines de firmes chinoises qui délocalisent leurs usines. Ici, le coût du travail est 10 fois moins élevé qu'en Chine. Ces chaussures-là, elles en sont où? Elles ont passé le contrôle qualité? Wendebo, ramasse-moi ces chaussures. À 50 km de la capitale éthiopienne, une usine made in China où l'on fabrique jusqu'à 7000 paires de chaussures par jour. Wandeson, 28 ans, joue un rôle essentiel dans la chaîne de production. Il fait le lien entre deux mondes, les ouvriers éthiopiens et leurs contremaîtres chinois. Pour travailler, ils n'ont pas toujours besoin de mots. Ils utilisent les gestes, ils se parlent avec des signes. Là, il est en train de lui montrer en faisant lui-même et ils se comprennent. Mais quand il y a des difficultés pour se comprendre, alors il m'appelle et moi je traduis. Comme d'autres salariés, Wendeson a été sélectionné par la direction pour aller se former en Chine. Là-bas, il a appris le mandarin pendant 2 ans, mais aussi les méthodes de travail chinoises. Des consignes qui s'affichent sur ces grandes banderoles. Ce sont des messages qui motivent les travailleurs. Ils comprennent quelles sont les manières acceptables et quelles sont celles qui ne sont pas acceptables. Ces messages sont affichés de telle sorte qu'ils puissent les voir à tout moment. Comme ça, ils peuvent s'en rappeler tout le temps. Une des qualités reconnues dans le monde entier chez les Chinois, c'est qu'ils ne laissent jamais leur travail inachevé. Quelle que soit la situation, ils n'abandonnent pas leur poste sans avoir terminé ce qu'ils ont commencé. C'est une culture de travail et ce n'est pas seulement moi qui le dis, ce sont tous les travailleurs. Nous tous ici, nous apprenons chaque jour un peu plus de leurs qualités et de leurs bonnes habitudes. Une ponctualité observée 10 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire de 70 € par mois. Et ces paires de chaussures se retrouveront dans les rayons des centres commerciaux aux États-Unis, malgré le bras de fer commercial. Nous sommes une entreprise chinoise, mais pas en Chine. C'est comme si c'était une entreprise éthiopienne, en fait. La guerre commerciale ne concerne que les produits exportés de la Chine vers les États-Unis et ceux exportés des États-Unis vers la Chine. Mais pour les marchandises qui viennent d'Afrique, c'est comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc en ce qui nous concerne, on continue comme avant. Un client américain, un fabricant chinois et une main-d'œuvre éthiopienne. La mondialisation gagnant-gagnant. Wendeson en a tiré tous les avantages. Comme les autres, il a commencé comme simple ouvrier à la chaîne. Aujourd'hui, son salaire a été multiplié par 12. Et le jeune homme a un modèle, Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Ce que j'admire et ce que j'aime chez Jack Ma, c'est qu'il a traversé beaucoup d'épreuves. Il a surmonté ces épreuves. Et aujourd'hui, il fait partie des personnes les plus riches du monde. Si nous marchons dans les pas de la Chine, l'Éthiopie peut aussi un jour se ranger parmi les pays riches et prospères, selon moi. C'est ça la solution chinoise, c'est-à-dire vous avez un pays qui était considéré comme un pays du tiers-monde, un pays émergent, etc., et qui vous parle parce qu'il vous dit « moi j'ai vécu les mêmes choses que vous, j'ai vécu la misère, j'ai sorti des millions de personnes de la pauvreté », donc voilà, et qui vous dit « ça marche » en fait. Et c'est vrai qu'il propose des infrastructures alors que les autres proposent des conditions. Il faut réduire votre budget d'éducation, il faut réduire votre déficit budgétaire, il faut vous mettre aux normes, il faut ouvrir vos marchés. Et donc, effectivement, la méthode chinoise, elle est beaucoup plus douce, en apparence du moins. Grâce à la solution chinoise, l'Éthiopie a même retrouvé son accès à la mer, en faisant sortir de terre cette gare flambant neuve.
La Chine a reconstruit la ligne ferroviaire qui relie Addis Abeba au port de Djibouti sur la mer Rouge. Une ligne longtemps restée en déshérence à cause des guerres. Une réhabilitation plus d'1 siècle après sa construction par la France lorsqu'elle était une puissance coloniale. C'est bien, c'est cool, c'est magnifique. Partout, c'est avec la Chine maintenant. C'est très bien qu'ils aient fait cette ligne. Pour nous, c'est une amélioration des transports. C'est un changement appréciable. Oh, moi je les encourage. Vivement qu'ils en construisent d'autres. Ici, c'est la Chine qui donne l'heure du départ. C'est la Chine qui fixe les normes, les règles à respecter par le personnel éthiopien. Monsieur Liu va bientôt me remplacer. Au début du mois prochain, nous allons mettre en place nos nouveaux horaires de train. Donc je veux que tout le monde le note et s'en souvienne. Et que personne ne fasse d'erreur, d'accord ? Et il y a aussi l'idée que pendant que les Américains proposent des interventions militaires, nous on propose des infrastructures. Et le monde a soif d'infrastructures. Et donc, effectivement, ils se présentent comme apportant des solutions. Bien sûr, les Chinois le font souvent dans des conditions qui sont essentiellement favorables aux entreprises chinoises, mais ils ont su remplir un vide, en fait. L'Afrique, une priorité de la diplomatie chinoise. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping y a effectué pas moins de 4 tournées, organisé des forums, multiplié les partenariats et les investissements sur tout le continent. Et pour l'Éthiopie, comme pour la plupart des chefs d'État africains, la quête de développement et de prospérité passe aujourd'hui par Pékin. Quand un dirigeant africain reçoit le Xi Jinping, c'est toute la puissance de la Chine qui arrive derrière. Alors le dirigeant africain se dit, c'est que de l'opportunité. Si le dirigeant africain ne comprend pas que dans cette poignée de main, il va recevoir beaucoup, mais il va devoir en échange donner beaucoup, et ça peut vouloir dire se soumettre beaucoup. Une île a beaucoup reçu de la part de la Chine, le Sri Lanka. Pékin veut en faire une plateforme stratégique au milieu de l'océan Indien. Colombo, la capitale, peut désormais se targuer d'être surplombée par la plus haute tour d'Asie du Sud. À 356 mètres au-dessus du sol, l'emblème du pays, un lotus géant, érigé par une compagnie publique chinoise. À l'avenir, nous allons fixer une antenne parce que la tour Lotus va devenir une tour de télécommunication. Donc nous avons besoin de l'équiper. Kai Chao-geng dirige les travaux depuis maintenant 8 ans. Il a vu la capitale sri-lankaise se métamorphoser à grands coups d'investissement chinois. Ici, vous pouvez aussi voir le port de Colombo. Les grues là-bas, en rouge, c'est aussi une compagnie chinoise qui les gère. D'ici 10 ans, Colombo va devenir encore plus belle, encore plus incroyable. Nous, on veut montrer aux Sri Lankais qu'ils sont devenus forts. Avec les nouvelles routes de la soie, nous formons comme une grande famille avec tous les pays. Nous nous développons les uns avec les autres. Et nous, grâce à l'aide financière de la Chine, nous aidons le Sri Lanka à se développer. C'est bien parce qu'on est comme une famille. Donc c'est une coopération gagnant-gagnant. Oui. Mais dans le sud du pays, le gagnant-gagnant tant vanté par la Chine s'est transformé en cauchemar. À Hambantota, de nombreux chantiers lancés par les entreprises chinoises sont totalement à l'arrêt. Car l'État sri-lankais n'a plus d'argent pour payer la facture à son créancier, la Chine. On pose des plaques de béton sur les bords de l'autoroute. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas reçu nos salaires. On s'endette auprès des commerçants pour acheter la nourriture, pour manger et venir travailler. Les Chinois disent que l'autorité de développement des routes ne les a pas payés. Mais quand on leur demande, eux, ils disent qu'ils ont payé les Chinois. On ne sait pas qui dit la vérité, mais nous, on sait qu'on n'est pas payés.
Ici, la présence chinoise est souvent synonyme d'émeutes et de manifestations. La population se sent prise au piège de sa dette envers la Chine. Dans cette région pauvre, coincée entre la jungle et l'océan, le gouvernement sri-lankais avait vu grand, un peu trop peut-être. Il a sollicité des prêts tous azimuts à une banque chinoise pour construire cet hôpital flambant neuf, ces autoroutes désertes et surtout ce port hautement stratégique, le port d'Hambantota. Alors le piège de la dette, c'est simple, c'est que les Chinois prêtent de l'argent au pays pour qu'il finance un port, un aéroport, une ligne de voie ferrée. Et puis tout d'un coup, cette dette devient insoutenable et impossible à rembourser. Et tiens, comme par hasard, à partir de ce moment-là, le remboursement, soit il est annulé, genre cadeau, soit au contraire, il est maintenu, soit il augmente. Ce qui est un moyen de pression supplémentaire pour obtenir davantage encore. En décembre 2017, incapable de rembourser sa dette, le Sri Lanka se résigne à céder son port à la Chine pour 99 ans. Impossible de s'approcher plus près. Désormais, des parties entières du littoral sont interdites d'accès, car 15 000 hectares de terre ont également été saisis. L'armée nous a interdit de franchir cette ligne, donc on ne peut pas aller au-delà. Nous, on ne pêche jamais de ce côté-là, toujours de celui-ci. Depuis, Pradip et les autres pêcheurs se battent pour garder un passage vers le large. Ils ont trouvé ce petit coin de plage pour mettre leur bateau à l'abri, en face d'un territoire qui n'appartient plus tout à fait au Sri Lanka. Ça, c'est une île qui a été construite sous l'ancien président. Ça a été offert en cadeau aux Chinois, et c'est eux qui ont construit cette île. Les sorties en mer sont devenues plus compliquées. Au large du nouveau port chinois, la pêche n'est pas autorisée. Chaque jour, Pradip brave l'interdiction. Un sursis, dit-il, avant la reprise des travaux. Les pêcheurs seront alors expulsés pour de bon. Ils vont construire un hôtel pour les touristes étrangers, avec tout ce qu'ils aiment. Il y aura des casinos et tout ce qui va avec. En dehors de l'enceinte du port, la mondialisation ne profite pas vraiment aux habitants d'Hambantota. Pradip jongle aujourd'hui entre plusieurs petits boulots, tout juste suffisants pour nourrir sa famille. Une réalité bien différente de ce qu'il s'était imaginé lorsque les investisseurs chinois sont arrivés il y a quelques années. Ça, c'est mon badge que j'avais à l'époque où je travaillais en tant que chef d'équipe, quand on creusait la terre pour construire le port. Progressivement, les Chinois ont commencé à réduire la main-d'œuvre locale et à faire venir des travailleurs chinois. Petit à petit, ils nous ont tous remplacés. Il fallait obéir à des règles très strictes et si on ne les respectait pas, ils coupaient dans nos salaires. On devait mettre des casques, des gants, les chaussures de sécurité et si jamais on les enlevait parce qu'on transpirait trop, ils le notaient et c'était tout de suite retenu sur nos salaires. Il y avait environ 10 Chinois qui nous surveillaient pour voir si on respectait bien les règles. Pradip a fini par être licencié au bout de quelques mois avec la quasi-totalité du personnel local. Bien sûr, ils développent, ils construisent des infrastructures, mais la plupart du temps, ils font venir des ouvriers chinois. Ils ne font pas appel à la population locale. Donc ça, c'est aussi vu comme un néocolonialisme. Il y a un plan chinois, c'est de devenir la première puissance mondiale. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est affiché. Ensuite, il y a la tactique pour y arriver. Et parfois, la Chine, finalement, prend des attitudes qui sont celles qu'elle pouvait reprocher aux Occidentaux, d'imposer sa volonté. La mainmise chinoise sur le Sri Lanka présente un intérêt bien stratégique. Pékin s'est implanté d'un bout à l'autre de l'océan Indien, au Bangladesh, au Pakistan, jusqu'aux côtes africaines, au Kenya. Des intérêts économiques qui s'accompagnent d'une montée en puissance militaire de plus en plus visible. Aujourd'hui, la Chine met chaque année à l'eau l'équivalent de la flotte de la marine française. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour, vous aurez peut-être un droit de péage à payer ?
C'est la question qui se pose. Si vous n'avez plus le droit de naviguer en toute liberté à travers ces îles qui vont de l'Inde jusqu'à la Chine, ça n'est plus du tout le même monde. Face aux critiques sur son expansionnisme, la Chine ne reste pas silencieuse. À Paris, nous avons rencontré Liu Shai, l'ambassadeur de Chine en France. Les conditions de l'entretien sont strictes, des questions envoyées par écrit, une réponse officielle sous forme de déclaration lue sur un écran d'ordinateur. En ce qui concerne le problème de la dette au Sri Lanka, autour duquel les Occidentaux font un grand tapage, s'il y avait vraiment un piège de la dette au Sri Lanka, on ne pourrait pas l'attribuer à la Chine, mais aux capitaux occidentaux. Certaines personnes en Occident ont accusé la Chine d'avoir tendu un piège de la dette dans les pays riverains de la ceinture et la route, en mettant en œuvre des projets opaques. Ces accusations sont dénudées de tout fondement. Le peuple chinois poursuivra inébranlablement... Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a un besoin de peut-être corriger l'image que vous pouvez voir dans les médias occidentaux de la Chine? Est-ce que vous déplorez que trop souvent il y ait une image négative qui est donnée dans les médias occidentaux de votre pays? On est complètement confiant en notre image de la Chine, parce que la Chine a bien fait dans le développement du pays, dans l'amélioration du bien-être de son peuple. La Chine est gouvernée par le Parti communiste, n'est-ce pas? Et le Parti communiste, je pense en Occident, est diabolisé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est à vous de l'expliquer. Pourquoi vous diabolisez toujours le Parti communiste chinois? Les discours reflètent aussi une thématique qui est présente depuis très longtemps. C'est l'idée que les pays occidentaux veulent la chute de la Chine. Le système politique chinois est totalement isolé et s'il ne reste que la rigidité et le nationalisme, il n'est pas certain que ça puisse durer très longtemps. Pour comprendre les intentions des dirigeants chinois, nous sommes allés voir quelqu'un qui les fréquente au plus haut niveau. Jean-Pierre Raffarin, un vieil ami de la Chine. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Que pensez de ceux qui voyaient la Chine évoluer à l'occidental, en se disant la Chine changera, la Chine rejoindra justement notre mode de fonctionnement, nos valeurs? Ils ont perdu, la Chine ne changera pas. La Chine ne changera pas. La Chine, quand Xi Jinping dit nous voulons le socialisme à caractéristiques chinoises, qu'est-ce que ça veut dire le caractéristique chinois? Ça veut dire principalement le leadership du parti. C'est que dans le parti on peut discuter, mais à l'extérieur du parti, c'est la loi du parti qui s'applique. Au fond, on voit bien que là, on a des désaccords, mais ce sont des accords qu'il ne faut pas traiter par la brutalité. Il faut comprendre qu'il y a des raisons idéologiques, des raisons culturelles qui font qu'ils ne sont pas dans le même schéma de pensée. On va parler de la route de la soie, lancée par Xi Jinping. C'est son grand projet, une ceinture, une route. Un projet, dit-il, offert au monde. On a plutôt l'impression... vu d'ici, avec la lecture qui est la nôtre, que c'est un projet qui sert surtout les intérêts chinois. On se trompe? Je pense qu'on se trompe en partie. Il est clair qu'il sert les intérêts chinois. Croyez-vous que le plan Marshall n'ait pas servi les intérêts américains? Je crois que c'est clair que ce projet sert l'Asie, mais il peut servir aussi d'autres pays. La preuve, c'est que plus de 70 pays ont adhéré à la Banque asiatique d'infrastructure. Le Parlement français a voté la participation à la Banque asiatique d'infrastructure, qui est la banque de la route de la soie. Mais il faut poser des conditions ou pas? On a l'impression d'un décalage entre ce destin, ce projet qui nourrirait une forme de destin partagé de l'humanité, hein, c'est l'expression utilisée par Xi Jinping, et ce à quoi ça pourrait ressembler. Est-ce que de notre côté à nous, il faut qu'il y ait une forme... pas de vigilance. Il faut qu'il y ait de la vigilance, évidemment. Par rapport à ce projet. Bien sûr qu'il faut y ait de la vigilance. Mais il ne faut pas qu'il y ait de peur. Ça pourrait être quoi? Alors voilà, c'est différent. Il ne faut pas qu'il y ait de peur, parce que si on est... De toute façon, ce projet, il se fera.
La Chine, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Donc s'il y a des problèmes dans ce quinquennat, ils vont attendre, et puis ils avanceront. Là, ils vont avancer avec l'Italie, puis après ils avanceront avec un autre pays, et puis après ils avanceront. C'est un pays qui pense l'avenir, alors que nous gérons le présent. Mais si nous sommes spectateurs, l'histoire se fera sans nous. Vous voyez, notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une puissance qui n'a rien à voir avec nous. Et donc, pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est une puissance qui a de l'argent alors qu'on n'en a plus beaucoup. C'est une puissance qui a de la technologie largement autant que nous. Ils n'ont pas besoin forcément de nous. Qui n'a pas le même régime. Qui n'a pas le même régime. Mais leur problème, eux, c'est de toute façon, si la France se met entre parenthèses, vous croyez que ça pose des problèmes à la Chine ? La Chine continuera à avancer. Ils ont déjà gagné quand je vous écoute, Jean-Pierre Raffarin. Je ne pense pas qu'ils ont déjà gagné, mais je pense qu'il est clair qu'il faut qu'on regarde leur vraie puissance. Nous devons dire à la Chine, nous voulons pouvoir faire chez toi ce que tu fais chez nous. Et est-ce qu'ils l'entendent ? Quand on leur dit ça, faisons chez toi ce que tu fais chez nous, est-ce que les Chinois, ils l'entendent ? Est-ce qu'ils le comprennent ? Et est-ce qu'ils l'intègrent dans leurs discours et dans leurs actes ? Le principe de base dans la discussion avec la Chine, c'est au départ de se dire ils sont aussi intelligents que nous. Vous croyez qu'on en doute ? Et puis, oui, on en doute quelquefois. Ils sont aussi intelligents que nous et ils travaillent plus que nous. Donc, ils vont plus vite que nous. Ils étudient tout ce qu'on fait. Ils étudient notre histoire, ils étudient notre comportement, ils étudient les attitudes des uns et des autres qu'on a eues dans telle ou telle circonstance. Ils nous observent attentivement. Quel regard porte-t-il sur ce qui s'est passé en Europe récemment ? Je pense à la tentation populiste, au Brexit ou encore la crise des Gilets jaunes en France. Comment est-ce qu'ils voient ça ? Globalement, ils voient avec une certaine sévérité l'évolution de notre démocratie. Ils considèrent que le système démocratique n'est pas si idéal que ça, et que finalement il y a beaucoup de désordre, et que finalement l'opinion publique n'est pas forcément satisfaite. Et donc ils voient bien que cette situation nous permet aujourd'hui de défendre nos valeurs, mais ils disent finalement vos valeurs, elles ne sont pas si présentes que ça dans vos sociétés. Donc naturellement, ils tournent ça à leur avantage, clairement. C'est de bonne guerre. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas échappé à la Chine, ce sont les divisions au sein de l'Europe, dans un pays qui en a été le symbole, la Grèce. L'empire de Xi Jinping a jeté son dévolu sur le berceau de la démocratie occidentale et son port du Pirée. Depuis une dizaine d'années, il est passé progressivement sous le contrôle de la compagnie d'État chinoise COSCO, numéro 3 mondial du transport maritime. Il y a 10 ans, ici, il n'y avait que la mer. Au port du Pirée, il n'y avait qu'un seul quai à conteneurs, le quai numéro 2, et il avait une capacité d'environ 2 millions de conteneurs. Le port accueille désormais chaque année plus de 5 millions de conteneurs. Après une petite vingtaine de jours de mer en moyenne, c'est ici que sont déchargés des millions de tonnes de marchandises made in China. Montant de l'investissement, 600 millions d'euros. Dopé à l'argent de Pékin et aux exportations chinoises, le Pirée est en passe de devenir le premier port de Méditerranée. Contrairement au Sri Lanka, ici, les dockers sont bien tous restés grecs, mais leurs conditions de travail ont évolué. Christos opère au terminal des marchandises. Sous la nouvelle direction chinoise, la cadence a augmenté et le personnel a diminué. Cela a rajouté davantage de travail. La conséquence principale, c'est qu'il y a plus de fatigue. Ça rend notre travail sans doute plus dangereux. On sait qu'on fait un métier à risque, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est la fatigue qui s'accumule. Un métier qu'il effectue pour un salaire qui a diminué drastiquement. Il a perdu plus d'un tiers de sa rémunération. Mais pour lui, ce n'est pas de la faute de ces nouveaux patrons venus de Pékin. Lors de notre première rencontre avec les Chinois, quand nous avons négocié notre convention collective, ils nous ont expliqué qu'ils avaient trouvé à leur arrivée des salaires qui étaient déjà à 35% plus bas à cause des plans d'austérité. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Ça n'est pas Costco qui a baissé nos salaires, c'est l'État grec. Nous, on a dû composer avec cette nouvelle donne et accepter ces conditions. Je ne sais pas si c'est cynique, mais je sais que c'est la réalité. Lorsque Christos a vu la Chine prendre pied à Athènes, son pays vivait une profonde tragédie. Une tragédie européenne, la faillite de l'État grec.
quand l'explosion de sa dette menaçait jusqu'à l'existence même de l'euro. L'Occident vacille, une aubaine pour la Chine. Les Chinois ont vu à quel point notre économie globalisée était fragile, à quel point l'endettement était un vrai sujet. L'endettement privé et l'endettement d'État, les dettes souveraines. Quand l'Europe a été confrontée à sa dette publique, quand elle s'est rendue compte qu'on pouvait avoir une explosion de l'euro associée à la dette publique, qu'ont fait les Européens? Ils ont demandé aux Chinois de faire ce qu'ils avaient fait avec les Américains. Reprenez de la dette européenne, nous en avons absolument besoin, sinon le système peut s'effondrer. Sauf que les Chinois ont dit non. Ils ont dit là, nous voulons bien reprendre de la dette, mais en face de cette dette, nous voulons des actifs. Nous voulons des actifs économiques qui soient utiles et qui nous rapportent. Poussé par ses créanciers occidentaux, le Premier ministre Alexis Tsipras cède en juillet 2015. Il signe un accord qui accélère le programme de privatisation. Quelques mois plus tard, le port du Pirée passe sous le contrôle de la Chine. C'est le résultat d'une situation où Pékin a fait plus pour la Grèce, ou du moins les Grecs peuvent légitimement penser que Pékin a fait plus pour eux que l'Europe. Une fois encore, l'Europe les a mis plus bas que terre et la Chine leur a tendu la main, au moment où ils étaient dans les pires difficultés. Au Pirée, les remorqueurs de Nicolas Vernikos veillent sur la sécurité des cargos géants arrivés de Chine. Et en ce moment, les affaires de l'armateur marchent très bien. Moi, je suis la 4e génération. Ma famille fait ce métier depuis 1850 à Constantinople. Ses ancêtres ont connu la domination de l'Empire ottoman, place désormais à l'Empire chinois. Ce milliardaire grec est devenu le référent des nouvelles routes de la soie. La Chine veut conquérir le monde, veut devenir une force impérialiste en utilisant sa force économique. Il a trouvé le terrain favorable en Grèce, puisqu'il n'y a pas eu des Européens qui se sont intéressés à exploiter le port du Pirée. Personne n'a voulu venir. C'est aussi simple que ça. Nous, on a besoin d'investissement, les dollars sont verts toujours, et voilà, les Chinois, ils les ont portés en Grèce, ils investissent pour leur bien et le bien des Grecs et des Européens. Mais qu'a laissé la Grèce en échange? Doit-elle défendre en premier les intérêts de l'Union européenne ou bien ceux de Pékin? La présence très forte de la Chine d'un point de vue économique en Grèce a eu des conséquences politiques. À un moment donné, lorsqu'il a fallu voter un communiqué critiquant les droits de l'homme en Chine, les Grecs s'y sont opposés. La Chine utilise les divisions européennes en permanence et elle est extrêmement présente dans tout le sud de l'Europe. Et donc, de fait, ce sont devenus des alliés. Sur la route des Balkans, l'empreinte de la Chine est bien visible. Au cœur de l'Europe centrale et orientale, Pékin redessine les routes, mais aussi la géopolitique européenne, avec un projet, les 17+1. C'est le regroupement de pays européens qui sont soit membres de l'Union européenne, soit qui ne le sont pas, plus la Chine, avec des tas de projets d'investissement. Et ça fait un peu cheval de Troie chinois au sein de l'Europe. Une sorte d'Union européenne alternative, avec chaque année une photo de famille et un sommet avec la Chine. La Chine a la volonté de coopérer avec les pays de l'Est de l'Europe, en se conformant aux règles et aux normes européennes. Nous proposons de travailler main dans la main avec ces pays, et pour cela, nous pouvons utiliser différentes méthodes. Dans tous ces pays-là, vont se construire progressivement, en fonction des protocoles d'accord qui ont été signés, des ponts, des autoroutes, des usines, des gares, des aéroports. Donc ça, c'est fait. Enfin, c'est fait. C'est signé. Il y a un accord de principe. Ils se voient tous les ans. Ils ont des ateliers de formation, de travail, d'échange. Tout ça va prendre du temps. Les Chinois ont le temps. Mais ça y est, ça s'installe. En mars 2019, l'offensive diplomatique chinoise s'offre une part de choix dans le gâteau européen, l'Italie. Quelqu'un aux États-Unis a dit l'Amérique d'abord. Moi, je répète l'Italie d'abord dans les relations commerciales.
Pour la première fois, un pays du G7 adhère au dessein mondial de Pékin. Méthodiquement, ils vont voir les uns et les autres en présentant les cartes sur la table. Voilà ce qu'on voudrait faire avec vous. Vous voulez pas ? Tant pis. Mais on reviendra. Ou vous voulez ? Tant mieux. Sur quel sujet, etc.